Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. On aime ça des tableaux de bord au Québec, hein? Ben, moi, j'ai l'impression que le tableau de bord du chef de police de Montréal, Fadi Daguerre, flash au rouge, selon le plus récent rapport de la police qui va être présenté dans les prochains jours, mais dont nos collègues du bureau d'enquête ont déjà obtenu copie. Le nombre de crimes a augmenté de 11,5 % à Montréal. Et là, que ce soit les crimes haineux, des fraudes, des vols de voitures, la tendance est inquiétante. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Est-ce que Montréal est encore une ville sécuritaire? Alors, c'est une question de contraste là-dessus. Je donne souvent l'exemple suivant pour montrer comment Montréal était vécu il y a quelques années à peine et je me demande s'il en est encore ainsi. À Paris, mais pas seulement à Paris, dans plusieurs villes européennes, sur plusieurs lignes de métro, par exemple, les femmes, on pourrait dire plus les jeunes filles d'ailleurs, là, qui veulent sortir, je sais pas combien de fois j'ai entendu des jeunes femmes me dire « Sur cette ligne-là, je ne m'habillerai pas ainsi parce que je risque le harcèlement sexuel. Je risque l'agression. Donc, sur cette ligne, si je dois y aller, je porte des vêtements amples. Sur cette ligne, si je dois y aller, je dois me protéger pour presque me préparer mentalement à être sur le mode du parcours du combattant. » Combien de fois j'ai entendu des jeunes femmes me dire à Paris, il faut désormais prendre des cours d'autodéfense. Je me rappelle de l'une d'entre elles qui me disait « Je voudrais bien me fier aux hommes, mais ils ne sont plus virils, ils ne nous défendront plus, donc on est obligé de se défendre nous-mêmes. » Ça m'avait frappé. C'est pas la seule qui m'a dit ça m'avait frappé. Nombre de jeunes femmes ne sortent plus aujourd'hui sans leur bombe au poivre. Tu sais, c'est-à-dire une forme de spray qui permet de se défendre si elles sont attaquées. Combien de jeunes femmes me disent que lorsqu'elles quittent, mettons, elles sortent en boîte, au moment de quitter, elles ne reprendront plus les transports en commun, quels qu'ils soient, et vont prendre de préférence le Uber ou même le taxi, parce que le niveau de sécurité est plus élevé dans le taxi que dans le Uber. Pendant des années, je disais, parce que je voyais ces réalités-là, moi, par rapport à Montréal, je donnais l'exemple suivant, vous savez, je pense, puis je donnais l'exemple d'amis à moi, des amis filles, puis des filles, je dis entre guillemets, qui paraissent bien, qui me disaient, je peux sortir dans la rue à 2h du matin en mini-jupe, puis je me sens pas en danger. Ça, je l'entendais quand même assez souvent. Je l'entends moins. Parce que j'ai l'impression que Montréal, qui était une ville globalement sécuritaire, sauf en certains quartiers. Tu sais, il y a des quartiers où manifestement c'était pas une bonne idée. Montréal-Nord, Saint-Michel, c'était plus compliqué. Le centre-ville à 3h du matin. Mais globalement, c'était ou la rue Saint-Laurent à 3h du matin. Mais globalement, c'était une ville sécuritaire. Et là, on a l'impression de voir, bon, on pourrait dire de manière un peu triste, Montréal rattraper les autres grandes villes occidentales en devenant de plus en plus inquiétantes. Et moi, je prends vraiment l'indicateur féminin. L'indicateur féminin, c'est-à-dire quand les femmes ont peur lorsqu'elles sortent dans la rue, c'est à ce moment qu'on peut se dire que quelque chose vient de basculer. Parce que, tu sais, moi, je fais 6 pieds 2. Avant que je me sente menacé, avant que je ressente de l'insécurité, ça prend plus de temps. Une fille qui fait 5 pieds 6, qui paraît bien, ou même qui paraît bon, on s'en fiche complètement. Finalement, une fille qui se va dans la rue peut plus rapidement que nous, hein, les hommes, ressentir l'insécurité. Et j'ai l'impression qu'à Montréal, quelque chose a basculé. J'y retourne régulièrement, comme tu sais, puis j'ai à la fois mon... Donc, c'est le paradoxe, hein, j'y suis pas à temps plein, mais j'y retourne assez souvent pour voir la distance qui se crée d'une fois à l'autre. Et qu'est-ce que je vois? Ben, dans les transports en commun, il y a une espèce d'ambiance étrange qui s'est imposée là, qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Dans les rues, le soir, dans certains centres-villes, et ainsi de suite, on sent qu'il y a quelque chose de compliqué. Et surtout, il suffit de lire minimalement les journaux d'une manière ou de l'autre pour constater, puis c'est les chiffres que tu donnais, qu'il y a une montée de l'insécurité. Et là, l'insécurité, c'est un concept qui était très européen puis qui est le nôtre aujourd'hui. Comment l'expliquer? Bon, il y a des facteurs, c'est-à-dire l'affaissement des normes sociales, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je donne quelquefois un exemple tout simple, mais parce que l'insécurité, ça commence avec des détails. Je me rappelle, c'était il y a 10 ans à Montréal, quelque chose comme ça, sur Parc, et là, il y a un type qui se promenait avec un ghetto blaster sur ses épaules, qui occupait tout l'espace avec sa musique.
Et là, je me disais, personne ose lui parler, personne ose lui dire, ce monsieur, ce garçon se comportait comme un petit barbare qui occupait l'espace en disant, je suis le maître et vous allez vous soumettre à mon désir d'occuper l'espace. Il faut lire politiquement ces gestes du quotidien. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, cette montée, donc perte des... affaissement des normes morales, sociales, des digues qui contiennent la violence. Je pense aussi de banalisation du rapport à la violence parce que la jeune génération vit dans un univers absolument virtuel qui, quoi qu'on en dise, a des effets très réels sur l'existence. Donc on ne sait plus quels sont les repères. Violence aussi, peut-être plus marquée dans certaines communautés, mais qu'on n'ose pas nommer. Et pourquoi? Parce qu'on veut pas se faire traiter de raciste. Et moi, ça m'a marqué il y a peut-être 2-3 ans. C'était au moment de Black Lives Matter. On nous parlait du dégagement policier. Et c'est quoi le désengagement policier? C'était quoi? C'est on ne veut pas contrôler certaines personnes que l'on sait suspectes parce qu'on sait que si le contrôle vire mal, ça va être filmé, et ça va être présenté publiquement comme une illustration du racisme policier. Donc on regarde dans l'autre direction. Exactement. Donc, les policiers se détournent. Puis moi, je me dis toujours, quand on fait ça, les premières victimes, ce sont les gens qui habitent ces communautés et qui subissent le sort, la puissance de ces voyous qu'on n'ose pas confronter de peur d'être pris dans une séquence George Floyd. Il y a mille et autres facteurs qu'on peut mentionner, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une bascule sociologique, une bascule démographique, une bascule culturelle qui va faire en sorte qu'on va devoir questionner, non pas seulement se désoler de cette hausse de l'insécurité, mais chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis 10, 15 ans à Montréal ou 5, 6 ans pour qu'on assiste à cette augmentation qui fait en sorte qu'au final, c'est le commun des mortels qui va se dire, dans cette ville, je ne suis plus chez moi, puis on se demandera ensuite pourquoi les gens ne veulent pas habiter Montréal. En tout cas, le chef du SPVM, Fadi Daguerre, mais la mairesse aussi, Valérie Plante, auront des réponses à donner sur le climat social actuel. La francisation des immigrants, Mathieu. Il y a le commissaire Benoît Dubreuil qui a donné un peu les grandes lignes de ce rapport après l'an 1 d'activité de francisation au Québec. Le Québec est complètement dépassé par la francisation des nouveaux arrivants, là. Faut juste entendre, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas plus. Pourquoi? Parce que déjà, et là, il faut comprendre, la francisation, c'est la part minimale attendue. C'est la première étape vers l'intégration, mais ce n'est pas le tout de l'intégration. La francisation, ça permet d'interagir avec la société québécoise dans ce qu'elle a de majoritaire. Ça permet d'être capable d'entrer en contact avec elle. Mais une fois que la francisation a lieu, il faut jamais oublier que pour plusieurs, la prochaine étape qui serait l'intégration culturelle à la majorité historique francophone, hein, qui permet de faire en sorte qu'un Congolais, un Kabyle, un Chinois, mais lorsqu'il a fait cette intégration-là, il rejoint le grand nous culturel québécois, ben, si t'as pas la francisation, t'auras jamais la prochaine étape. Et l'intégration culturelle, on l'a très rarement, qui se complète, on pourrait dire, qui a pour conséquence l'intégration dite civique. L'intégration civique, c'est-à-dire intégrer les comportements politiques, électoraux, sociaux de la société d'accueil. Il suffit de voir les comportements électoraux des populations issues de l'immigration pour qu'on ait la confirmation. Il n'y a pas de doute là-dessus qu'elles s'intègrent à la minorité anglaise, donc à la majorité continentale, mais pas à la majorité francophone. Mais je reviens sur la francisation. Elle ne peut pas fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner parce que la francisation, normalement, devrait, pour reprendre la formule de René Lévesque, hein, dans un pays normal, elle se parle toute seule, la langue. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix de la parler pour fonctionner. Tu veux un appartement, faut que tu parles français. Tu veux parler au gouvernement, faut que tu parles français. Tu veux avoir t'as affaire avec les tribunaux, faut que tu parles français. Alors qui la société, mais c'est le contraire, en fait. Je veux dire, la société est toujours en train d'accommoder tous ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'intégrer. Là, on nous dit, il y a les travailleurs temporaires, mais il y a les demandeurs d'asile, mais il y a aussi chez les réguliers, puis il y a les deuxième et troisième générations. Donc, le problème est beaucoup... Enfin, ce qui est tragique là-dedans, c'est que le rapport du commissaire Dubreuil est accablant, mais il ne pointe qu'une partie de la réalité qui est celle d'une défrancisation accélérée des jeunes générations. Et devant cela, le gouvernement, donc c'est devant les vagues migratoires qui nous submergent, et le gouvernement est un tiers-poids pour être capable de répondre politiquement à ça sur le mode comme argument, comme arme de francisation, comme outil de francisation, puis ça va pas s'améliorer. Ça va pas s'améliorer, puis je pense que nous courons autant avec toutes nos forces vers ce moment de bascule où la situation deviendra irréversible. Et on va se retrouver dans une situation où Montréal sera définitivement
perdu, où Laval sera définitivement perdu, où les rives nord-sud seront définitivement perdues, puis où la vie française va commencer quelque part à Saint-Hyacinthe. Puis là, en plus, même dans les régions, on sent la possibilité de la bascule arrive aussi dans le contexte démographique actuel. Si on ne comprend pas que la francisation ne peut rien si on ne stoppe pas l'immigration massive, eh ben on va continuer de franciser. Puis là, la gauche Québec solidaire va dire oui, mais mettez plus d'argent, plus de l'argent. Et c'est pas une question d'argent. T'aurais beau mettre 300 milliards de dollars pour franciser, si la masse de gens qui arrivent est trop élevée pour la capacité sociologique d'accueil, rien ne se fera jamais. Parlant de Québec solidaire, QS est contre la sélection selon les notes à l'école. Ouais, c'est assez intéressant ça. C'est-à-dire, c'était dans le Devoir, si je ne me trompe pas, c'est une nouvelle comme ça de QS disait, est-il possible de permettre, il exigeait en fait, d'intégration dans les programmes spéciaux des jeunes sans tenir compte de la sélection selon les notes. Autrement dit, c'est la guerre à la méritocratie. C'est au nom de l'égalitarisme à tout prix, au nom de l'égalité du droit de tous à avoir accès à tous selon leurs désirs, sans tenir compte de leurs besoins, sans tenir compte des besoins du groupe, eh bien, l'égalité a parlé, tout le monde a droit. Mais là, il faut juste être concret. Mettons là, qu'il y a un programme, il doit bien en avoir un quelque part, là, de ballerines. Bon. Est-ce que je peux appliqué au programme de ballerine, même si je ne cadre pas du tout avec le programme de ballerine. Toi et moi, ça va être difficile. Moi, encore plus, je t'avouerais. À la rigueur, je n'ai pas ce qu'on pourrait dire le côté svelte et élancé, qui est la première condition d'entrée dans le groupe. Bon, à la rigueur, il y a d'autres clubs où je ferais sumo, mais en échange, si la fille qui ressemble à une ballerine, elle peut pas devenir sumo s'il y a un club de sumo quelque part. Ce que j'entends par là de manière un peu amusée, c'est que la sélection par les notes, la sélection par la capacité des uns des autres, ce n'est pas un arbitraire injuste. C'est pour être capable d'avoir des classes, par exemple, artistiques ou littéraires ou sportives, ça témoigne pour être capable de fonctionner selon le rythme du groupe, selon les exigences du groupe. Il faut être capable de fonctionner à sa vitesse, avoir les moyens de le faire. Et quoi qu'on en dise, si tous les êtres humains sont évidemment égaux en dignité, ils ne sont pas égaux en capacité. Ils ne sont pas égaux en capacité. Et puis c'est mieux, on sert mieux les gens en tenant compte de leurs capacités spécifiques. Eux sont plus sportifs, eux sont plus artistiques, eux sont plus littéraires, eux sont plus dans le club d'échecs, et ainsi de suite. C'est plus facile. En fait, on sert mieux les gens en tenant compte de leurs capacités qu'en décidant artificiellement de dire, toi, t'es peut-être pas très très bon dans ce programme, mais tu y as droit parce qu'au nom de l'égalité, ce serait absolument terrible de mettre une embûche qui serait des notes pour y accéder. Encore une fois, on voit que l'égalitarisme, c'est l'autre nom du réel, tout simplement. Alors, en me tenant sur la pointe de mes pieds, Mathieu, je te remercie. Je te souhaite un bon épisode. Merci. Bye bye.